Place aux analyses et commentaires de Laurent Roland. Anthony Kess, Laurent, bonjour. Amanda Rikpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Bienvenue. Merci. La cravate bleue. Oui. On débat par Infomatin. Oui. L'événement précis, on parle aussi à sa manière, mais intéressons-nous à la une du quotidien Infomatin très rapidement. Parlons donc du recours, sinon des recours, puisqu'il y en a eu plusieurs, du parti Les Démocrates, pour ce qui est des résultats donnés par la Cour constitutionnelle, notamment le parti qui a subi pour cette fois-ci un rejet. Oui, je crois que c'est le premier recours qui a connu un rejet purement et simplement, excusez, de la Cour constitutionnelle, pardon. Alors quand on regarde un peu le déroulé de cette audience et les réponses apportées par le président du parti Les Démocrates, en l'état, il y a matière à comprendre que ce parti s'est mis lui-même en difficulté. Parce que, je m'explique à terre, parce que quand le parti n'arrive pas à positionner des représentants dans tous les bureaux de vote, il y a un problème qui se pose. Si vous arrivez à trouver la caution, plus de 100 millions à donner, quand vous arrivez à trouver un peu de moyens pour faire la campagne, c'est vrai encore que là aussi, ils n'ont pas pour autant fait que de campagne, bien évidemment. Et donc, et que vous êtes, c'est peut-être, vous ne vous donnez pas les moyens, sachant que vous avez été écarté des élections une première fois, une deuxième fois, bien évidemment, et qu'il y a un certain nombre de systèmes ou de stratégies qui ont fait que vous n'avez pas été aux élections et que vous savez très bien que le système que vous avez en place est un système assez redoutable, c'est que vous vous donnez les moyens de contrer les velléités de ce système, bien évidemment. Donc, quand vous en arrivez à aller à une élection sans pouvoir avoir la possibilité de mettre des gens dans tous les bureaux de vote, on parle notamment de 16 000 bureaux de vote, et donc 16 000 personnes, 16 000 jeunes certainement acquis à votre cause, ou 16 000 personnes majeures, je dirais, personnes acquises à votre cause, qui peuvent se retrouver dans les bureaux de vote pour prendre soit 5 000 francs, soit c'est vous, tout dépend. Parce que si vous avez des militants convaincus, il y a ce qu'on appelle le sacrifice militant. Et donc, il y a des militants qui peuvent faire le sacrifice nécessaire. La preuve, quand vous allez à Cotonou, quand vous allez à Bomé-Clavi, des gens sont restés dans les bureaux de centre de vote jusqu'au soir, et puis ont suivi les urnes pour aller jusqu'au niveau du centre de compilation. Et donc, quand la population joue ce rôle pour vous dans certaines localités, les localités dans lesquelles vous savez vous pourrez avoir des difficultés, vous prenez des dispositions pour contrôler vos suffrages, en tout cas pour contrôler ce que vous avez obtenu de la population. Alors quand dans tout ça, vous ne faites pas le nécessaire, que vous faillissez à votre mission dans une certaine mesure, je crois que dans une certaine mesure, il faut se remettre en cause et se dire où avons-nous péché et pour les prochaines élections, qu'est-ce que nous devons faire pour contrer cette situation. Oui, je vous laisse. Oui. Alors, mais que sait-on concrètement de ce que le Parti Les Démocrates a ou non envoyé des mandataires dans ces bureaux de vote? Parce que ce qui est demandé par le Parti Les Démocrates, c'est d'avoir copie justement de ce travail qui a été fait au niveau des bureaux de vote, afin de pouvoir comparer aux chiffres disponibles donc au niveau du parti. Mais la réponse donnée par le président du parti, quand on lui a demandé s'ils n'ont pas de représentant dans le bureau de vote, à qui explique qu'en réalité, Antoine, sauf erreur de ma part, qui dit que le parti n'est pas un parti qui a les moyens ou bien n'a pas la possibilité d'envoyer des militants, des représentants dans tout le bureau de vote, c'est déjà un problème. Donc c'est à ce niveau que je parle, pour dire que dans une certaine mesure, ils ont failli quelque part. Mais cela ne justifie pas le fait peut-être que la Sénat aussi joue franc jeu. Je ne dis pas que la Sénat a fait de magouille, mais ça dit que dans une mesure, les procès-verbaux, si on peut les avoir. Vous savez, le jour des élections, et c'est de ça que je parle. Le jour des élections, et moi je parle avec preuve parce que j'ai les vidéos, j'ai les images qu'on peut montrer. Le jour des élections, au CG Nopoué, moi en faisant la ronde, j'ai suivi un monsieur aller décoller un procès-verbal. Et d'accord. Et je l'ai interpellé. Et on a même pris sa vidéo. D'accord. Et après, il a commencé à supplier, on lui a dit de remettre le procès verbal. Donc, dans ces conditions, ils sont beaucoup, peut-être, en déchiré des procès-verbaux qui pourraient permettre à deux personnes d'avoir les résultats. Et quand c'est comme ça, puisque en fait, vous savez, vous avez un système redoutable en face de vous. Et vous savez que le système cherche aussi à avoir la majorité. Et vous-même, vous voulez avoir la majorité. Vous ne vous donnez pas les moyens. C'est trop facile de venir pleurnicher sur les renverser, alors que vous n'avez pas peut-être pris toutes les décisions. Vous savez, quand on prend les 16 000 personnes à mettre dans le bureau de vote, mandataires, si on multiplie par 5 000 francs, c'est 80 millions. Il y a des bailleurs quand même pour le Parti des Démocrates, bien évidemment. Il y a des partenaires. Il y a des partenaires, bien évidemment, qui peuvent sortir cet argent. Ou bien cet argent est-il sorti à un moment donné et que des gens peut-être se sont contentés de dispatcher ça sur les grandes villes et que les autres villes, ils ont oublié de dispatcher convenablement pour que les jeunes aient les moyens. Quels jeunes? C'est vrai qu'il y a
que dans certaines communes, certains jeunes qui étaient mandataires du parti ont tout fait de se métamorphoser pour rendre service à d'autres formations politiques. Mais je crois qu'il leur a manqué quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire. Et aujourd'hui, ils sont déjà dans la situation. Malheureusement, ils sont dans la sauce, comme on le dit. Je crois qu'ils doivent s'inspirer désormais maintenant de tout ce qui s'est passé par le passé, tout ce qui se passe maintenant, pour comprendre que pour l'avenir, quand on veut gagner une élection, quel qu'en soit le coût, le prix, on fait le sacrifice nécessaire, on ne lésine pas sur les moyens, on se donne les moyens de le faire. Parce que le système en place a les moyens. Les partis qui soutiennent le chef de l'État ont les moyens. Et d'ailleurs même, il y a au moins 2 qui ont des financements publics, bien évidemment, pour les partis qui soutiennent la mouvance présidentielle. Oui. Alors vous n'allez pas rester là et dire que le peuple va faire le nécessaire pour vous. Le peuple aussi a ses soucis, a ses problèmes à régler. Et l'essentiel, quand un citoyen va voter pour vous, c'est que vous ne pouvez pas demander à ce citoyen de sécuriser encore ce vote, alors qu'il a un travail à faire, alors qu'il a aussi ses soucis auxquels, en tout cas, il doit penser. Le quotidien Infomatin qui estime donc que le contraire, en fait, allait surprendre. Oui, mais en l'état, quand on regarde la demande qui a été formulée, je crois que ça va être difficile pour les structures en charge des élections de donner raison au Parti des démocrates. Et d'ailleurs même en fournissant les procès-verbaux qu'ils réclament, c'est à eux de travailler, à avoir les procès-verbaux avec les chiffres à l'appui et de venir montrer que, par exemple, dans telle localité, ils ont un tel certain nombre de voix. Vous savez, il y avait peut-être un travail simple à faire. C'est peut-être que dans chaque bureau de vote, à défaut d'avoir un mandataire, des jeunes acquis à vote à leur cause, qui peut-être ne sont pas mandataires le soir des élections, il suffit seulement que chaque agent, chaque jeune dans cette localité prenne la photo des tableaux, en tout cas les tableaux d'affichage, là où ils font le décompte, tout ça là, et que les photos soient compilées et qu'ils utilisent ça peut-être comme preuve, bien évidemment. C'est peut-être un début de preuve. Donc, il y a certaines choses qu'ils auraient pu faire pour ne pas tomber dans cette situation dans laquelle ils se retrouvent maintenant, mais ils ne l'ont pas fait. Et on ne va pas peut-être en vouloir à la Cour constitutionnelle ou à la Sénat, bien évidemment. Eux, ils ont fait leur travail. Et c'est vrai que quand on dit qu'on demande les procès-verbaux et que la Sénat dit que c'est des documents, en tout cas, caducs. Déjà caducs. Je crois que là aussi, à chaque Sénat, je dirais, sa phrase fétiche, ou bien son thème fétiche, si on a connu une faute mineure et qu'on a connu peut-être avec l'autre certificat de conformité, nous y sommes maintenant. Là, c'était la Cour, là, bon, ok. Là, c'est là, ok, pour donc les documents caducs. Les documents caducs. Donc, chaque cadre vient à un poste, a toujours sa stratégie et sa manière de gérer les dossiers. De toute façon, c'est aux opposants de se donner les moyens. Personne ne leur fera la part belle. Et ils en sont tellement conscients. Mais je trouve qu'à ce niveau, ils ont failli. C'est eux-mêmes qui ont failli. Et on ne peut pas continuer à pleurnicher sur les renversés. Il faut accepter le verdict et continuer pour l'avenir. L'autre question qu'on est en droit de se poser à partir de cet instant, c'est d'où tient alors le parti, les démocrates, les résultats dont en tout cas les différents acteurs de la dite formation politique parlent, estimant avoir donc fait une razzia sur toute l'étendue du territoire national si les procès-verbaux ne sont pas en leur possession. Justement, et c'est ça le véritable problème. Et aujourd'hui, quand vous regardez, moi je l'ai dit, il faut qu'au moins aussi les membres du Parti démocrate soient aussi assez conséquents, assez conséquents sur la question pour dire, dans le fond, ils n'ont pas gagné les élections dans toutes les localités. Il y a des localités où les gens sont aimés, en tout cas par leur père, leurs parents de la localité, et ils ont voté massivement pour ces personnes. Et donc, vous dites que vous gagnez les élections, mais vous n'avez pas de preuves pour montrer que réellement vous avez gagné les élections dans toutes les localités. Et donc, ça tombe à l'eau, bien évidemment. Pour moi, c'est comme une déclaration qui n'a pas de sens. Fortuite. Il faut savoir donc que le deuxième recours, justement, formulé celui-là pour l'invalidation du siège de l'ancien ministre Benoît Degla est toujours en examen. Je pense que d'ici le jeudi, normalement, la Cour devrait donc... Oui, je crois que oui, en la matière aussi pour l'invalidation du poste de Benoît Degla, il faut que les démocrates arrivent à fournir des chiffres. Parce qu'il ne faut pas aller saisir la Cour pour dire nous avons gagné les élections et que dans la localité nous avons fait les razzias. D'accord, vous avez fait les razzias, mais quels sont les chiffres? Et on compare chiffre contre chiffre, bien évidemment. S'ils y vont encore avec cette situation, sans preuve, sans éléments de preuve, pour dire qu'ils ont gagné et qu'ils ont fait la razzia et qu'il faut invalider le siège de Benoît Degla, ce serait
peine perdue. Donc, je crois qu'ils doivent travailler pour le peu qu'ils ont pu subir peut-être déjà la semaine écoulée, c'est de travailler à retenir la Cour constitutionnelle maintenant avec les chiffres. C'est vrai qu'ils ont fourni quelques preuves en la matière, selon les informations que j'ai pu avoir, mais est-ce que ces preuves sont assez suffisantes pour invalider, contribuer, pour amener à l'invalidation du poste de Benoît Degas? On attend le verdict de la Cour constitutionnelle. Intéressons-nous à présent à la une du quotidien Matin Libre qui parle de la situation de crise au niveau du parti MPL. Manque de respect à plus de 31 000 électeurs selon le quotidien. Oui, je crois que ça pose le problème de militantisme, c'est-à-dire que comment est-ce que ces gens se sont retrouvés à créer un parti. Et puis, c'est vrai, parfois, je le dis, il n'y a pas de génération spontanée en politique. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui sont des générations spontanées, mais qui ont la tête sur les épaules et qui se détachent d'un certain nombre de choses et qui font leur travail et savent où ils vont. Et donc, quand je prends le parcours de ce parti MPL, quand je vois comment Sabi Sira Korogoni a créé ce parti et comment il a quitté pour confier la présidence de ce parti à quelqu'un d'autre. Et quand je regarde un peu les prises de position de ces jeunes qui dirigent ce parti, quand on regarde un peu leur parcours, on questionne peut-être leur vie antérieure, un certain nombre de choses, et qu'on voit comment est-ce que ces jeunes ont pu avoir les moyens à utiliser pour faire la campagne et même avant ça, faire le tour du territoire national. Quand on regarde tout ça et les prises de position, et qu'on voit maintenant au lendemain des élections ce qui s'est passé, on est en droit de se dire, attention, ceux-là veulent se foutre des populations, bien évidemment. Et c'est quand même plus de 31 000 Béninois qui ont pu leur faire confiance en votant pour eux, bien évidemment, le 8 janvier 2023. Et quand c'est une question d'argent qui en arrive à diviser des jeunes, qui nous peut-être vendaient un rêve dans une certaine mesure pour nous faire comprendre que oui, on peut être jeune et militer sans avoir de casserole, sans avoir de cadavre dans son placard et aspirer à changer les choses, quand bien même on sait qu'ils ont comme logo le balai pour balayer certainement quelque chose qui n'allait pas. Malheureusement, la scène qu'on a pu voir la semaine écoulée n'est pas, en tout cas, n'honore pas la jeunesse. Parce que malheureusement, c'est rien que des jeunes dans ce parti. La grande partie, bien évidemment, ça n'honore pas la jeunesse. Et avec de tels comportements, ils donnent plus de raisons à l'ancienne génération, toi, nos aînés politiques qui pensent que la jeunesse n'est pas encore prête dans ce pays. Et malheureusement, qu'on voit les mêmes personnes tourner autour du pouvoir depuis 90, depuis 60 bien évidemment, et puis après une nouvelle génération, depuis 90, les mêmes personnes qui tournent. Et donc, il va falloir que les jeunes se prennent au sérieux et respectent les électeurs. Un électeur, ça se respecte. Parce que quand vous prenez les 31 000 voix, s'il n'y avait pas cette situation, je parie que pour les prochaines élections, ils peuvent aller plus loin. Mais avec cette situation, je parie que si on va à une élection, personne, en tout cas, la grande partie ne leur fera plus confiance parce que les gens comprendront que voilà des jeunes qui viennent faire de la politique commerciale, excusez le terme, ils peuvent ne pas apprécier ça. C'est vrai que la loi dit que les financements des partis politiques, on en parlera dans l'étude décalée, c'est des dons, c'est des legs, c'est des cotisations, bien évidemment. Alors, eux-mêmes, en tant que membres de cette formation politique, combien cotisent-ils par mois? Combien cotisent-ils pour les activités du parti? Maintenant, qui sont les bailleurs, les partenaires entre griffes dont on parle aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'entendre autour d'un dialogue. Donc, le peu déjà d'argent que ceux-là ont entre eux pour aller à une élection, voilà qu'ils ne s'entendent pas. Ces gens-là, et on parle de mauvaise gestion des fonds, bien évidemment. Alors, des gens à qui on va donner le pouvoir du Bénin, des gens qui sont censés nous diriger, aller à l'Assemblée nationale ou bien devenir avoir des maires dans nos communes, si déjà le fonds qu'un partenaire vous donne, vous n'avez pas été capable de vous entendre là-dessus, vous n'avez pas été capable de gérer ça de façon efficiente dans une certaine mesure pour que nous puissions avoir la transparence entre vous, comment est-ce qu'on peut avoir confiance et vous confier le pouvoir? Et donc, les militants qui ont voté pour eux doivent pouvoir aujourd'hui être en train de se poser des questions pour dire, mais que diable nous a pris peut-être en votant pour ces personnes? On aurait pu peut-être voter pour d'autres formations, pourquoi pas la FCB ou pourquoi pas les démocrates, bien évidemment. En tout cas, dans ce contexte, Expérience TB estime rester et demeurer le président du MPL, nonobstant tout ce qu'on a pu voir donc, sur les réseaux sociaux. Je crois que pour l'éthique et pour la morale, Expérience TB, pour sa dignité, la dignité de sa famille, devait déposer l'établir, en même temps il dit, je dépose ma démission et peut-être aller faire autre chose. Vous savez... Pour quelle raison, justement? Oui, mais justement, quand vous êtes dans une situation, on dit vous avez pris des moyens. Le montant qu'ils auraient pris à circuler, on connaît le montant. Et la source de ce financement, il y a une première source
que, en tout cas, certaines personnes averties connaissent, bien évidemment. Je crois que Benoît Libéré a écrit un article hier pour dire que la source de ce financement serait un Libanais qui serait du côté de Lomé, bien évidemment. Alors, et le Libanais, son problème, c'est de faire en sorte pour en découdre avec le système Patrice Talon. Il y a déjà un problème d'éthique en politique dans une certaine mesure. Vous allez aux élections pour quel but? Vous allez aux élections en recevant les financements de qui et comment? Pour aller où? Pour atteindre quel objectif dans une certaine mesure? Et quand on en arrive à dire, et que des gens dans votre parti en arrivent à dire que vous avez pris ce montant et que vous n'avez pas été assez clair, assez transparent dans la gestion de ces fonds, et qu'on vous reproche un certain nombre de choses, je crois que la première chose, vous déposez le tablier pour votre dignité, pour sauver votre honneur dans une certaine mesure. Parce qu'au-delà de tout, il suffit, je dirais qu'il ne sert à rien de s'accrocher, en fait, encore que vous avez même perdu une élection. Et c'est ça aussi le problème. Vous savez, je l'ai dit pour le président du parti qui malheureusement a subi la razzia à Cotonou. Les gens pensent que je suis oiseau de mauvais augure. Mais en réalité, c'est la logique. Quand vous perdez une élection et que vous êtes leader de cette formation politique, première chose, vous déposez le tablier. Et vous savez très bien que ce n'est pas dans la culture béninoise, oui, j'en viens. De démissionner. Espérance Tébé, avec tout ce qu'il a pour si peu. Voilà, Espérance Tébé, pour tout ce qu'il a pu nous montrer en parcourant le territoire national, avec à l'arrivée 31 000 voix, première chose, c'est un échec pour sa stratégie, dépose le tablier. Maintenant, une affaire qui revient encore, qui, dans une certaine mesure, salit entre sa dignité, raison de plus pour déposer la démission, plutôt que de dire qu'il reste et demeure président du parti MPL. Vous pensez qu'il s'accroche? Il s'accroche. À une coquille vide, en définitive? Oui, mais il s'accroche à quelque chose qui n'existe pas, parce que 31 000 voix en l'état, malheureusement, ça va s'effriter avec la situation-là. Mais c'est une formation qui a fait mieux que d'autres formations. C'est une formation qui a fait mieux. Pour une première participation. C'est ce que je vous dis. C'est un effort, je l'ai salué, oui. C'est un effort qu'il faut saluer. Mais quand on arrive à comprendre que voilà cet effort qui a été fait, il y a d'autres motivations qui malheureusement ne sont pas pour autant claires, il vaut mieux déposer le tablier parce que c'est un échec. On ne peut pas recevoir ce montant-là, aller à une élection pour avoir 31 000 voix. On va finir à présent par, on revient à la une du quotidien Info Matin, qui parle de prolifération d'agences immobilières et de la nécessité de sécuriser les potentiels acquéreurs béninois. Oui, je crois que les agences immobilières, il y en existe dans tous les coins de rue, tous les coins de rue à Cotonou, un peu partout au plan national. Des publicités à foison, on en voit. Mais combien sont-elles à recevoir une autorisation officielle, l'autorisation, la possibilité d'investir dans ce secteur, bien évidemment. Il y a des gens qui, malheureusement, vendent des terres et ne donnent pas les papiers aux acquéreurs. Les gruges, peut-être vous achetez, c'est peut-être 5 ans après, vous n'avez pas encore les papiers. On vous dit que c'est tel maire qui doit signer, c'est tel chef d'arrondissement qui doit signer, au point où certains parmi eux se sont même retrouvés en prison. Et je m'amuse souvent à dire, oui, quand c'est trop facile, il faut vraiment s'en méfier. Et les gens tombent parfois dans ces pièges. Il y a des agences immobilières qui sont assez sérieuses, qui font un bon travail. Vous achetez chez eux, du jour au lendemain, vous avez vos papiers, ils font les formalités pour vous. Mais il y a beaucoup de brebis galeuses. Et je suis tenté de dire parfois qu'il y a dans ce secteur une forme de ICC service bis. C'est-à-dire, les gens donnent leur argent pour acheter les terres. On vous dit qu'il y a la parcelle à 300 000, 200 000. On vous dit qu'il y a toutes les garanties, bien évidemment. Vous payez vos pauvres sous, malheureusement. Et du jour au lendemain, difficile d'avoir les papiers. On vous dit que c'est le domaine, mais vous n'avez jamais les papiers. Donc, il y a un certain nombre de choses dans ce secteur qu'il faut voir. Et donc, les gouvernants doivent pouvoir travailler à réorganiser ce secteur et savoir qui sont ceux qui sont véritablement dans le secteur. Parce que les gens créent, malheureusement, des établissements ou des agences, des sociétés, des salles, et puis mettre deux activités devant, et que du jour au lendemain, vous allez les voir ajouter vente de parcelles. Vente de parcelles, c'est qu'ils ont des hectares à vendre, mais pour les mêmes ces domaines-là, parfois, c'est des conflits domaniaux et les acquéreurs sont en difficulté. Je crois que l'État ferait mieux de réorganiser ce secteur et de jeter un coup de la pour pouvoir protéger les citoyens. Vous imaginez quelqu'un qui travaille pour 30 ans, qui a peut-être 100 000 francs ou 150 000 francs comme salaire, qui arrive à cotiser son argent, est toujours en location quelque part à Gras, et sait qu'au soir de sa retraite, dans 5 ans, va acheter quelque part à Kpaou ou bien à Lada ou à Zé, à Glo, et dit, bon, je vais faire peut-être 2 chambres à coucher un salon, ce serait ma maison pour ma retraite. Et qui, du jour au lendemain, il achète et puis, pas les papiers, j'ai eu vent d'une situation de la dernière fois,
où le monsieur a acheté, mais malheureusement n'a pas eu ses papiers. Ça a tiré. Finalement, il a perdu. C'est un problème. Et ça fait que parfois les gens meurent vite de crise cardiaque ou de tension. Beaucoup de soucis après au soir de leur vie professionnelle. Il va falloir véritablement investiguer dans ce secteur pour voir qui fait quoi et qui dispose de quoi à vendre. Réduction des accidents de la circulation, la police reprend le contrôle d'excès de vitesse ce lundi. Le cas de vérité en parle ce matin, Laurent. Oui, il faut continuer à faire le contrôle parce que les excès de vitesse, on constate sur nos axes routiers, bien évidemment. Et quand même pas à des endroits, il y a une sorte d'exiguïté de la voie, il y a beaucoup de personnes qui filent. Vous savez, le tronçon que je maîtrise le mieux, que vous maîtrisez le mieux, vous et moi, les matins en venant travailler ici, c'est le tronçon Mississento Glodigbe, bien évidemment, sans pouvoir dire de Mississento jusqu'à Pota au campus aussi. Il y a une sorte d'excès de vitesse. Vous voyez des camions qui se dépassent. Il y a des bus. Et les bus. Voilà, les bus sont champions. Les bus de transport sont champions en la matière les matins à partir de 7 heures. Et je crois que les compagnies de transport, en tout cas les bus, doivent pouvoir commencer par sermonner leurs chauffeurs et mettre derrière les bus des numéros verts qu'on peut appeler pour dénoncer tel ou tel conducteur. Parce que tel que ça se passe parfois, quand le bus veut pouvoir passer le camion, c'est peut-être contraint un conducteur de moto à aller dans le virage. Carrément. Aller tomber parfois, se blesser, mais le bus est déjà parti. Et on pense que c'est le monsieur qui a mal conduit, mais c'est parce que le monsieur voulait se sauver pour ne pas malheureusement être écrasé par un camion ou un bus, est obligé d'aller dans le virage, se retrouver dans la fosse au bord de la voie. Donc je crois qu'il faut véritablement faire le contrôle sur ces axes, notamment ces axes-là, en allant à Bomé, à Boycon, à Parakou, bien évidemment, ce que les bus conduisent sur la voie, ce que les camions, comment 2 camions qui ont chargé peuvent faire un dépassement en pleine agglomération, notamment, je prends Carrefour Ita et Pota par exemple. Quand vous quittez le Carrefour qui était pavé Kérékou, aujourd'hui bitume, rue Kérékou, quand vous prenez ce niveau-là jusqu'au niveau de Aconville, quand vous voyez les dépassements sur la voie, vous posez la question de savoir qu'est-ce que ces gens-là fument ou bien qu'est-ce qu'ils boivent avant de prendre le volant. Donc, ce contrôle doit être accentué sur ce tronçon et bien évidemment sur la voie de Ouida et même sur la voie de Porte-Nouveau. Parce qu'à la limite, sur la voie de Porte-Nouveau aussi, c'est du désordre avec ceux qu'on appelle les Tokwa-Tokwa. C'est pas possible. Et même les Tokwa-Tokwa sur le tronçon, Kalavi, Cotonou, bien évidemment, mais c'est Glodibé, mais c'est Cotonou aussi. Stationnement déjà anarchique. Et puis l'autre qui veut dépasser, qui ne se contrôle pas, on dirait qu'ils prennent de la cocaïne, en tout cas, faute dose avant de conduire sur nos voies. Je vois, ils ne respectent pas la vie des usagers. Ils ont plutôt recours à d'autres substances. Oui, bien connues dans le milieu. L'alcool en sachet. Vous savez, l'alcool en sachet ou bien le chanvre indien. On ne va pas sortir les noms ici. Il faut sortir les noms, parce que il faut sortir les noms. Et comme je dis, parce qu'il y a recours à d'autres substances. Non, il faut le dire, les alcools en sachet là. Whisky en sachet, je sais quoi là. Ils appellent ça Taïdje ou je sais quoi là. Il faut le dire pour que les baraques qui vendent ça là, il faut les dégager. J'ai dit ici que dans ma rue seule, il y en a 4 baraques. Et ces 4 personnes vendent les Taïdje en sachet là. Et ça ne désemplit jamais. À 0 heure, vous passez par là, il y a au moins 2 ou 3 qui sont là. C'est pas possible. La dernière fois, j'ai vu l'enfant d'une autorité, une ancienne autorité du Bénin, que je connais très bien au moment où nous on était dans la galère, c'était les enfants chouchoutés. Mais je vous dis, mais ce qu'il est devenu, c'est à force de consommer ce genre de substance. Il est régulé dans cette baraque-là. Il vient tout le temps les matins prendre ça. Il est totalement foutu. Je crois qu'il faut faire du ménage à ce niveau et dégager un peu ces baraques. Ça va être un service rendu à la population, notamment aux jeunes, aux parents de jeunes. Vous évoquiez tout à l'heure, Laurent Roland Antonin-Kess, les aiguïtés donc, de certaines voies. Il est important de préciser que le nouveau rond-point, par exemple, au niveau de l'ancien carrefour Kérékou, est très exigu. La voie est très exiguë à ce niveau. Et malheureusement, on en voit qui font des dépassements. Vous imaginez, à ce rond-point, où donc déjà c'est très exigu, où des véhicules passent. Et c'est à ce moment qu'un conducteur de taxi, enfin je dis taxi, de moto, se permet de faire un dépassement sur la gauche. Non, je Tandis crois que même la voiture est en train de chercher justement... À ce niveau, il y a un problème qui moi je vois. Il y avait nécessité de dégager 2 bâtiments au niveau de ce carrefour. Les 2 bâtiments qui se font face là, normalement il y avait nécessité de dégager ces 2 bâtiments.
Malheureusement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Pour avoir plus de place. Pour avoir plus de place. Donc, est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas dédommager qu'on n'a pas dégagé ces deux bâtiments? Parce que quand vous regardez au niveau du premier bâtiment, quand vous quittez Carrefour Conville pour venir vers nous, le bâtiment qui est là, je ne vais pas citer le nom. Bien sûr. Mais bon. Quand vous regardez tel que c'est exigu là, tel que c'est poncé, ce n'est pas bon. Quand vous tournez aussi, il y a un autre bâtiment de là aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous quittez là-bas, pour circuler comme ça, c'est difficile. Donc, il y avait nécessité de dégager ces bâtiments. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a peut-être d'autres contraintes ou d'autres situations qui ont pesé lourd, qui ont fait qu'on n'a pas dégagé ces bâtiments. Ce qui fait que le carrefour, quand bien même la voie est bien aménagée, il faut faire le tronçon pour aller vers le nouveau marché, pour voir que c'est un travail important qui a été fait. Mais au niveau de ce carrefour... Disons qu'ils ont bien fait le travail donc, dans le prolongement de la voie vers l'ancienne maison, enfin la maison donc, du général d'État. Mais pour ce qui est du rond-point, je pense que... Il y a matière à revoir. Il y a matière à revoir les travaux effectués. Merci à vous, Laurent Roland.